Bonjour à tous. Pour cette première rencontre de l'année 2024, j'ai le plaisir de recevoir Oscar Lustin, qui est le cofondateur et le directeur général de Domani. On va parler alternative à l'EHPAD, habitat inclusif, habitat alternatif. Oscar va nous faire un topo sur Domani depuis la naissance du projet jusqu'à aujourd'hui, sa stratégie, la vision qu'il porte à travers cette entreprise. Et quand vous ressortirez de cet échange qui va durer à peu près 1 heure, je pense que le sujet, s'il a encore quelques secrets pour vous, sera beaucoup plus clair et beaucoup plus limpide. Donc bonjour Oscar. Pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter ton parcours et Domani telle qu'elle est aujourd'hui et comment elle s'est un peu étoffée au cours du temps? Bonjour Alexandre et merci de nous inviter à prendre la parole sur ces sujets du grand âge. Pour répondre à la question sur un peu la genèse de Domani, donc Domani, on est une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui conçoit et accompagne des habitats partagés pour des personnes âgées en perte d'autonomie. Donc ça, on va dire que c'est la raison d'être aujourd'hui de Domani. Et Domani, on est deux cofondateurs. Donc moi, ce que j'ai créé Domani, on a créé Domani en 2019. On a commencé à travailler dessus avec Jean. On sortait d'école de commerce, donc pas forcément ce qui nous prédisposait à travailler dans la silver economy, mais on était tous les deux passionnés de deux choses. Un, d'innovation sociale, donc créer une entreprise ou une association, on y reviendra peut-être après de pourquoi on a choisi de créer une entreprise, qui réponde à un besoin, on va dire, de société. On voulait pas créer quelque chose qui soit une énième start-up de logiciels B2B comme on nous incitait même parfois à faire dans l'école. Et la deuxième chose qui nous passionnait, c'était l'immobilier et tout ce qui est autour du bien vivre. On est convaincu que beaucoup passe par le lieu de vie et qu'en traitant un problème via la question du logement, on traitait le problème à la racine. Donc voilà, c'est ces deux passions communes, donc le bien commun et l'immobilier qui nous ont emmenés à travailler sur ces sujets du grand âge. Et aussi une rencontre, je le dis souvent, mais c'est une rencontre avec une ancienne directrice d'EHPAD qui avait monté un accueil de jour non médicalisé pour des personnes âgées, très âgées, et qui m'a fait un peu réfléchir sur, tiens, si des directeurs d'EHPAD se mettent à créer des alternatives à l'EHPAD, c'est qu'il y a forcément quelque chose à faire. D'accord, ok, quand vous avez ouvert votre premier établissement, euh, donc qui se situait à côté de Bordeaux, donc tu vas me rappeler le nom de la ville parce Pessac, que à voilà, à Pessac. Pessac. Comment est-ce que ça s'est fait? Parce que si je te pose la question, c'est qu'il s'est passé finalement assez peu de temps entre un peu la genèse et la maturation de votre projet et la première annonce et la première ouverture. Contrairement à d'autres porteurs de projets qu'on peut côtoyer dans l'habitat alternatif qui mettent beaucoup de temps, notamment à trouver un foncier. Comment est-ce que d'une part, vous avez un peu défini le projet au départ et comment est-ce que vous avez réussi à trouver ce premier foncier? Comment ça s'est fait ça? Alors, c'est allé vite, tout est relatif. J'allais dire, moi, ça m'a paru super long quand on se lançait. C'est vrai que nous, on voulait, voilà, résoudre un problème, de société. On voulait aller vite parce qu'on sentait bien qu'il y avait un gros besoin d'accompagnement du grand âge et tout ce qui sont les différents scandales qui nous ont ébranlés là récemment. Nous, on a trouvé ça lent. Comment on s'y est pris pour, avoir le 1er projet? Déjà, ce qui va sous le sens quand on le dit, mais c'est que on a eu un gros travail en amont de R&D, de savoir nous qu'est-ce qu'on voulait faire. Et ça, moi, je le vois souvent dans mes interactions avec des gens qui se lancent dans des projets d'innovation, parfois dans des grands groupes ou parfois en perso. C'est de définir qu'est-ce que je veux faire moi au fond de moi. Et ça prend du temps, mine de rien, d'être sûr de là où on veut aller et qu'on va dans une bonne direction. Et donc ça nous a pris du temps. On a rencontré aussi beaucoup de personnes âgées et du coup, eux nous ont vraiment aider à être un peu plus sûr de nous, parce que quand on se lance, surtout dans l'immobilier, il y a parfois des montants conséquents d'investissement. Et donc, voilà, rencontrer les personnes âgées, définir quel est, nous, notre ADN, ça, c'est un peu la phase
caché, immergé, on va dire, de l'iceberg que personne ne voit, mais qui nous a pris du temps quand même, nous, bien 6-8 mois pour bien définir où est-ce qu'on voulait ce qu'on voulait faire. Une fois qu'on avait bien défini ça, c'était pendant le confinement en mars 2020. On a rencontré, un petit peu par hasard un promoteur immobilier, ou en tout cas plutôt sa fille qui était, en charge des plans, et on n'arrêtait pas de lui parler de notre projet. Elle nous a dit: «Voilà, j'ai trouvé, dans un programme immobilier 3 appartements qui pourraient, côte à côte, faire un grand habitat partagé». Et donc elle a griffonné les plans et sans l'accord bien sûr de son père qui était promoteur immobilier, et elle nous a présenté le projet et nous on a dit: «Bah, ça nous motive d'y aller». Le chantier était à l'arrêt avec le covid, et donc là, on s'est posé tout un tas de questions. Est-ce que, Pessac, à côté de Bordeaux, c'est le bon endroit? Donc moi, je suis bordelais, donc il y avait forcément quelque chose, qui me plaisait, et ce qui a motivé notre choix, c'était vraiment la rapidité d'exécution. C'était un chantier qui avait commencé, donc en fait, il y avait quasiment 1 an de chantier qui restait, et dans tous les autres projets, ça nous prenait, 2, 3, 4, 5, 6 ans, et il a fallu faire une croix sur, du coup, pas mal de choses, qu'on avait un peu dans notre idéal. Forcément, on aurait rêvé quelque chose de plein pied, quelque chose avec un jardin immense et cetera. Mais là, voilà, il n'y avait pas toutes les conditions qui étaient réunies, et on a accepté l'imperfection, parce que pour nous, aller vite et proposer vite une solution aux personnes âgées pour tester la chose devenait quelque chose d'important. Donc voilà un petit peu comment s'est passé la genèse de ce premier projet. Le premier projet, vous aviez combien de logements en fait combien de logements dans l'habitat? Voilà. Alors en fait, c'était un programme de promotion immobilière où il y avait 14 appartements qui étaient créés, et nous, le projet, c'était de réunir 3 appartements qui étaient 3 T4 en fait, pour en faire un habitat partagé qui est un T8. Donc ça veut dire qu'il y a 8 pièces, donc 7 parties privatives et un grand salon, salle à manger, cuisine. Donc en tout, il y a 7 habitants, dans un ensemble, de 3 anciens appartements. Donc c'est ça qui est un peu atypique. Et chaque habitant, qu'est-ce qu'ils ont dans leur partie privative? Ça se présente comment la partie privative? Alors la partie privative, c'est, un coin jour, un coin nuit, donc de quoi avoir, bah, un lit, une commode, et cetera pour, l'espace nuit, et un coin jour pour recevoir, on va dire sa famille, ses enfants, ses petits-enfants, une table avec des chaises, une télévision. Souvent ils mettent leur fauteuil. Alors à Pessac, pareil, c'était un peu petit par rapport à ce qu'on vise aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plutôt une trentaine de mètres carrés. Là, on est sur une moyenne de 25 qui nous a fait hésiter, hein, pendant longtemps. Et ensuite, bien évidemment, chacun a sa salle de bain, enfin qui est plutôt une salle de douche, avec, un petit évier, les toilettes et la douche. Et les publics auxquels vous vous adressez, c'est parce que je te pose la question parce qu'au départ, quand vous êtes lancé et pendant les premières années d'exploitation, vous vous présentiez comme une alternative à l'EHPAD. Aujourd'hui, depuis que vous avez pivoté un petit peu votre communication, vous utilisez moins enfin, vous n'utilisez plus d'ailleurs cette dichotomie, quoi, enfin, cette opposition. Mais qui sont les seniors que vous accueillez? Est-ce que c'est des personnes dépendantes ou est-ce que c'est des personnes pas dépendantes ou est-ce que ça n'a pas d'importance par rapport à votre recherche de clients? Comment ils se présentent les clients? Enfin, quel est leur profil plutôt? Alors nous, on les appelle les habitants, donc quel est leur profil? Si j'ai fait le bilan, 2023, la moyenne d'âge, c'est 88 ans, donc on est vraiment sur le grand âge. Ça, souvent, c'est un chiffre qui étonne les gens avec qui je discute, qui disent, «Ah tiens, je pensais que c'était entre guillemets «plus jeune» quand on pense colocation senior, habitat partagé». On rêve de soi à 75 ans, 80 ans, qui irait habiter avec ses amis. Dans les faits, c'est des gens qui sont quand même plus âgés que ça. En termes de niveau de GIR, ça va du GIR 3 au GIR 5-6. Donc, c'est des gens qui sont en une perte d'autonomie, souvent motrice. On n'accompagne pas dans les habitats des gens atteints de maladies neurodégénératives, en tout cas pas à ce jour. Et donc, souvent, quelqu'un qui va avoir un déambulateur,
une canne, perdre de la vue, quelqu'un qui va avoir du mal à se faire à manger matin, midi et soir. Donc voilà, donc il y a une notion de perte d'autonomie qui est importante. Il y a aussi une notion d'isolement, mais ce que je dis souvent aussi, c'est que c'est un isolement qui entraîne une situation qui devient, on va dire, impossible quand l'isolement entraîne parfois des comportements dépressifs ou quelqu'un qui va prendre du poids ou à l'inverse perdre beaucoup de poids. Donc voilà, c'est des gens qui commencent à perdre en autonomie, qui ont plus leur voiture, souvent, ça c'est aussi un élément déclencheur, qui perdent leur conjoint, encore un élément déclencheur. Donc voilà, il y a tout un tas de faisceaux d'indices qui font qu'on accompagne des gens qui sont dans cette tranche-là. C'est vrai qu'on parle plus d'alternative à l'EHPAD. Pendant longtemps, ça nous a permis d'exister parce que les gens ne connaissaient pas autre chose que l'EHPAD, même les résidences services seniors ou les résidences autonomie, c'était peu connu. Aujourd'hui, on se présente plus voilà, comme un complément. Ça aide certaines personnes à se situer, mais c'est vrai que dans le parcours résidentiel, comme on dit, c'est pas des gens totalement dépendants comme il y a de plus en plus aujourd'hui en EHPAD. D'accord. Et justement, c'est intéressant cette notion d'exister dans cet écosystème. Quand vous vous présentiez au départ auprès de vos parties prenantes ou de vos prescripteurs, euh, comment est-ce que enfin, une fois que vous avez dit que vous êtes une alternative à l'EHPAD, est-ce que vous aviez besoin d'encore expliquer comment ça se présentait ou au contraire, est-ce que les gens voyaient ça et puis ça leur suffisait en termes d'explication? Auprès des habitants ou auprès des partenaires? Bah, globalement, enfin, déjà, est-ce qu'il y a une différence d'explication entre les deux, entre les habitants et les partenaires? Est-ce qu'il y en a certains qui comprennent mieux que d'autres? Ouais, j'ai envie de dire, c'est parfois ouais, deux mondes qui n'ont un peu rien à voir en termes de lexique. C'est vrai que les habitants, les personnes âgées et leurs familles, pour eux, parler de l'EHPAD, c'est vital, nécessaire de se comparer, d'essayer de savoir. Ils nous posent tout le temps la question, mais est-ce que c'est moins cher? Est-ce que c'est plus cher? Donc voilà, il y a cette notion de ce besoin de simplification auprès des personnes âgées qui comprennent pas forcément. Nous, on baigne dedans en tant que spécialiste de la silver economy. Mais moi, j'ai vécu la chose avec mes grands-parents. J'en ai beaucoup parlé autour de moi aussi quand je lançais le projet. C'est vrai que les gens sont perdus, ne savent pas quelle est la différence. EPA, EHPAD, RPA, enfin bref, tous ces GIR, tous ces acronymes qu'on leur met où ils sont vraiment dans une situation émotivement très compliquée et donc ils sont totalement perdus. Donc il faut souvent simplifier et dire, ben voilà, les différences à grands traits, un habitat partagé, c'est 8 personnes, un EHPAD, c'est 100 personnes. Voilà, d'expliquer des ordres de grandeur comme ça, de dire bah, le coût d'un EHPAD, c'est ça, le coût d'un habitat partagé, c'est ça, mais le calcul se fait un peu différent. Mais d'avoir un référentiel commun, ça c'est important. Et sur les partenaires, c'est là où c'est un petit peu différent. C'est vrai qu'ils nous ont beaucoup reproché parler d'alternatives à l'EHPAD, de ce genre de choses, parce que pour eux, alternative, c'est forcément quelque chose qui s'adresserait au même public cible. Mais moi, ce que je leur dis souvent, c'est que non, c'est parfois il y a des gens qui appellent des EHPAD, mais qui sont pas du tout prêts ou intéressés par un EHPAD. Mais juste, du coup, pour eux, on est une alternative à l'EHPAD. Mais dans les faits, c'est pas quelqu'un qui irait en EHPAD. Je crois qu'il y a quand même 8% des GIR 5-6, 8% des personnes âgées en EHPAD qui sont des GIR 5-6, mais ça reste petit par rapport à l'ensemble total des gens qui sont plutôt très dépendants. D'accord. Quand vous avez ouvert ce premier lieu, donc il était de petite taille, et tu fais bien de le préciser, parce que les projets sur lesquels vous travaillez aujourd'hui, enfin ceux dont vous avez annoncé l'ouverture dans les mois ou les années prochaines, sont beaucoup plus grands. Aujourd'hui, est-ce que votre expérience vous permet d'identifier une taille idéale, à la fois en termes de rentabilité et de convivialité? Ouais, le chiffre de taille idéale, donc le premier habitat partagé à Pessac, c'était 7. Nous, maintenant, on parle vraiment du chiffre de 8. Donc, c'est faut un chiffre magique, bon, parce que c'est pair, donc c'est plus facile. Mais il y a aussi des raisons, on me pose souvent la question pourquoi 8? Parce que aussi, quand on étudie un peu l'émergence de groupes, au-dessus de 8, ça devient compliqué d'avoir un seul et même groupe, ça va se scinder en sous-groupes. Et vous pouvez faire le test, vous allez au restaurant avec des amis, déjà à 8,
il y a un peu de conversation qui commence. Et alors, si vous êtes 9, là, vous êtes sûr qu'il y a la moitié de la table qui va pas parler à l'autre moitié de la table. Donc là, c'est une raison plus, on va dire, sociologique et humaine. Après, il y a une notion de modèle économique qui, là, pour le coup, ramène le curseur difficilement en dessous de 8, parce qu'à 7 personnes âgées à Pessac, on arrive à l'équilibre, mais ça permet pas de financer nous ce qu'on appelle les fonctions support, qui sont tous les gens qui travaillent comme moi, qui aujourd'hui enregistrent ce podcast, à communiquer, à faire les bulletins de paye, à recruter les gens sur place, à mettre en place le bon logiciel pour suivre le bien-être des habitants. Donc en dessous de 8, c'est très compliqué de faire financer des fonctions dites support, hormis que par des subventions. Mais nous, ce qu'on voulait, c'est vraiment avoir un modèle qui soit voilà, reproductible, parce que les besoins sont tellement grands que si on n'arrive pas à reproduire la chose, on fera des petits habitats partagés mignons, mais on n'arrivera pas à faire face au papy boom qui arrive. Et ah oui, donc vous le faites à 8 parce que c'est un peu le nombre d'or pour la convivialité. Mais si le seuil de rentabilité est de 7, ça veut dire qu'à 8, en fait, vous dégagez pas une marge colossale pour un établissement. Qu'est-ce qui vous ralentit enfin, au-delà du bien-être et du fait que en fait, les gens arrivent à communiquer à 8, est-ce qu'il y a d'autres raisons qui vous freinent dans l'ouverture de lieux un peu plus grands, quoi? Je pense que la raison numéro un reste ce côté familial. Vraiment, ça nous on y est assez attachés, et quand tous on réfléchit autour d'une table de qu'est-ce qu'on veut pour plus tard. En effet, quand on met 8, on pourrait mettre 9, on pourrait mettre 10, 12, 13, 14, parce qu'à la fin des fins, ça permet économiquement, c'est rationnel. Mais c'est ça qui nous a emmenés à faire des EHPAD qui au début faisaient, qui étaient en fait des maisons de famille, parfois où il y avait des dizaines de personnes. Puis ensuite, on s'est dit, ben, on va en mettre 2 à côté. Puis ensuite, on va en mettre 3, 4, 5. Et à la fin, on finit, à Bordeaux, il y a un EHPAD qui fait 400 lits. C'est énorme. Il y a ce côté-là où rationnellement, du coup, on pousse toujours plus. Donc nous, on a fixé cette limite à 8, aussi pour garder ce côté humain. Il y a aussi une raison parfois immobilière, qui est de se dire, si on met trop de personnes âgées dans un seul et même lieu, ça devient petit à petit un établissement. Donc je vois qu'à chaque fois la question que tu me poses, c'est un établissement. Nous, on parle jamais d'établissement, on parle d'habitat. Et du coup, plus on met de personnes dans un seul et même lieu, plus on se rapproche en effet d'une logique d'établissement, parce que on aime bien prendre voilà, la famille nombreuse. Une famille nombreuse, on peut avoir 2 parents, 5 enfants, 6 enfants. Ça se fait plus trop aujourd'hui, mais ça s'est fait à l'époque. Ça reste familial. Tandis que si on se met à avoir 10 personnes, 12 personnes, là, ça peut devenir compliqué. Chose qu'on fait récemment, parce qu'on a eu beaucoup de demandes, c'est que parfois, il y a des parties privatives qui sont un peu plus grandes pour mettre des couples. Donc ça, on ne se l'interdit pas, pour permettre justement de répondre à cette demande-là. Donc parfois, la marge, ça peut monter à 9 personnes âgées s'il y a un couple, mais c'est un petit peu différent. Ok. Non, je te pose. Je vois bien. Enfin non, l'objectif c'est pas de vous comparer à un établissement parce que je vois bien la différence, euh, mais c'est plutôt oui de comprendre quoi, parce que dans les acteurs qui développent de l'habitat alternatif aujourd'hui, vous en avez beaucoup qui se positionnent sur 7-8 parce que c'est un peu historiquement comme ça que se sont construits notamment les habitats inclusifs autour de 7-8 personnes, mais avec ce frein qui était la rentabilité. Et vous avez aussi quelques acteurs comme la maison de Blandine, par exemple, qui part tout de suite sur des plus grandes tailles. Et vous avez aussi d'autres acteurs alors je pense à Vivre en Béguinage. Vivre en Béguinage, le premier établissement qu'ils avaient ouvert, c'est des béguinages, mais le premier établissement qu'ils avaient ouvert, ils étaient 7, je crois. Et eux, le constat qu'ils ont fait à 7, c'est que comme ils avaient quand même des personnes peut-être un peu plus jeunes que vos habitants qui continuaient d'avoir une vie sociale et donc de partir de temps en temps en voyage, d'aller dans leur famille, en fait, à 7, ils avaient jamais 7 personnes complets, quoi. Et donc, du coup, ils se retrouvaient plus souvent avec un taux de remplissage à 5 personnes. Et donc, du coup, ça déséquilibrait le collectif qu'ils essayaient de créer.
Ouais, bah, c'est vrai que sur les alors il y a 2 modèles qui sont un petit peu différents si on zoome un peu, sur, la notion un peu de béguinage ou, d'habitat partagé. C'est vrai que nous, c'est des personnes qui sont sous un même toit et qui partagent une cuisine commune. Chacun dans sa partie privative a un petit espace qu'on appelle tisanerie, donc, un frigo, un micro-ondes, une bouilloire, mais n'a pas de plaque de cuisson et donc si vous voulez, pour faire la cuisine, il faut la faire ensemble pour 8 et donc c'est un peu la différence avec des acteurs, qui font du béguinage ou Maison de Blandine qui fait plutôt de l'habitat regroupé. Ce sont des T2, T3 qui sont accolés les uns aux autres avec un espace de vie partagé. Mais chacun garde sa cuisine. Donc moi, c'est plus ce que j'appelle des résidences-services seniors de petite taille ou des grands béguinages, ce qui est un petit peu différent quand nous, les gens mangent ensemble, par exemple le midi, le repas est préparé ensemble et ils mangent ensemble. Donc c'est vrai que au-dessus d'un certain nombre, ça devient un peu le il y a des films comme ça où on voit des familles où ils sont 13, 13, 13 enfants, ça devient un peu le bazar. Donc voilà, il y a cette limite aussi de garder le côté colocation, avec une cuisine qui est partagée entre un nombre limité de personnes et c'est vrai que nous, on l'a vu sur cette notion de parfois ils sont 8 mais il y en a un qui est hospitalisé, un qui est avec sa famille. C'est vrai que ça peut descendre en dessous, donc c'est vrai que 8, même avec un couple, finalement, dans les faits, les gens sont plutôt, 6-7 tous ensemble. Donc ça, c'est vrai que c'est intéressant de le voir et ça, on l'a pas forcément en tête. Et après, le dernière chose qu'on fait aujourd'hui, nous, qui fonctionne bien sur les nouveaux, c'est 2 habitats qui sont accolés les uns aux autres, qui sont 100 indépendants, Ouais. mais qui sont côte-côte et ça nous permet aussi, d'avoir, on va dire, un peu plus de facilité, de management, de ressources humaines, et de logistique. Heu, Merci, oui, c'est intéressant. Je te posais pas la question, mais c'est vrai que c'est le format avec plusieurs petits habitats à coller, donc que fait notamment AGV, quoi, où du coup ils annoncent comme ça 7 colocataires, mais parfois ils en ont 28 parce qu'ils ont 4 colocations les unes à côté des autres et qui permet de réunir un peu le meilleur des mondes, quoi. Et quand tu m'as présenté donc le premier logement que vous avez fait, donc que vous avez pu faire grâce à une collaboration avec un promoteur immobilier. Vous avez par la suite, vous avez développé des partenariats avec d'autres promoteurs, ce qui vous situe dans un modèle où vous n'avez pas nécessairement les mêmes contraintes que d'autres porteurs de projets qui vont devoir chercher un foncier, voire construire ou rénover. Vous avez opté dès le départ pour un format où vous montez des partenariats avec des promoteurs. Qu'est-ce qui vous a déterminé en fait à faire ce choix? C'est vrai que c'est une bonne question. L'immobilier neuf peut faire peur, pour différentes raisons, qui est un le temps de construction, de dépôt de permis et cetera et aussi, beaucoup de gens, c'est vrai qu'il y a le côté un peu, neuf, qui peut faire «peur» entre guillemets avec des personnes âgées qui sont parfois très attachées à la pierre, et cetera. Néanmoins, on s'est rendu compte en discutant avec les personnes âgées ils nous disaient souvent que pour eux, déménager, c'était que pour quelque chose qui serait adapté à leur perte d'autonomie et à leur perte d'autonomie future. Et tout ce qui est normes PMR, mine de rien, ils y sont très attachés. Le fait d'avoir des seuils zéro un peu partout, donc c'est-à-dire pas de ressaut quand on passe d'une pièce à l'autre. Alors nous, ça nous paraît, en fait, on fait même pas attention, mais pour une personne âgée qui passe d'un endroit à un autre, s'il y a une petite marche même de 4-5 cm, ben, il va se buter les pieds avec son déambulateur, ça va être compliqué. Donc ça, c'est des contraintes que nous, on n'imagine pas mais que eux valorisent énormément, tout ce qui est douche, 100 extra plate et cetera. Donc voilà, il y a vraiment cette notion-là qui est assez important pour les personnes âgées, d'être sécurisées au niveau d'un bâti qui soit, sans ressaut, 100 PMR. Donc ça nous pousse pas mal à faire du neuf. On est assez exigeant là-dessus et c'est vrai que dans l'ancien, on a visité beaucoup de biens et c'est vrai qu'il y a toujours, des défauts, des demi-niveaux, des marches, des escaliers, ce qui est normal, parce que monsieur tout le monde aime bien ça crée des espaces un peu atypiques. Donc
là, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, nous, c'était un sujet de passage à l'échelle. C'est vrai que nous, dès le début, on voulait répondre à un problème de société, pas simplement ouvrir un habitat partagé, mais répondre aux attentes des personnes âgées d'aujourd'hui et de demain. Et donc là, c'est potentiellement, quand on regarde les chiffres du papy boom, qui n'est pas encore totalement arrivé sur la perte d'autonomie, qui va arriver là dans les prochaines années, c'est des montants conséquents, enfin des chiffres conséquents en termes de nombre de personnes âgées. Et du coup, pour essaimer un peu partout, il faut quelque chose qui peut être plus facilement duplicable. Et c'est vrai que trouver des biens immobiliers de 400 mètres carrés en cœur de ville, en hypercentre, adapté PMR, avec nous, on est assez attaché au côté intergénérationnel, donc potentiellement de quoi loger des familles ou des étudiants, ça relève quasiment de la mission impossible. Ouais. Et quand vous, donc, pour développer ce type de projet, vous avez dû approcher des promoteurs immobiliers. Euh, Comment est-ce que ça se passe justement la prospection de promoteurs sur ces sujets-là? Est-ce que eux ils sont au fait enfin ils comprennent ce que vous proposez? Est-ce quel trésor de négociation et de créativité il faut développer pour pouvoir les embarquer? Euh, c'est une bonne question. Alors nous, on travaille aussi beaucoup, et j'en parlerai après, avec des bailleurs sociaux et des investisseurs immobiliers qui sont aussi un point important de la discussion avec les promoteurs immobiliers. Parce que c'est vrai que quand on discute avec eux et qu'on dit que nous, on travaille depuis quasiment notre genèse avec le groupe Caisse des dépôts qui finance les murs des habitats, ben, c'est vrai que pour eux, c'est forcément quelque chose qui est attrayant. Euh, Historiquement aussi beaucoup, il y avait des élus qui nous sollicitaient parce que on avait fait un peu parler de nous, on avait fait du bruit, on avait fait la une de certains médias, et du coup les élus étaient assez attentifs parce que ils en avaient un peu marre qu'on leur parle uniquement de résidences seniors, de 120 appartements. Eux, ils pensaient que ça allait dénaturer leur commune, dans des communes, dans des villes de taille moyenne. C'est vrai que parfois c'est brutal, hein, d'arriver avec 120 appartements au même endroit pour que des personnes âgées. Ils n'ont pas l'habitude. Et du coup, ils sont à la recherche de solutions un peu plus à taille humaine. Et du coup, les élus nous sollicitant, les élus étant aujourd'hui maîtres de leur urbanisme, c'est une des dernières fonctions qui leur reste de manière très importante. Bah forcément, les promoteurs immobiliers vont être attentifs à ce que demandent les élus. Les élus souhaitent répondre à leurs besoins de leur territoire, et le vieillissement de la population dans des habitats à taille humaine fait partie des sujets, on va dire, chauds du moment, encore plus avec les récents scandales. Et du coup, voilà, là se crée un peu un carré entre le promoteur immobilier, l'élu, le maire, son adjoint à l'urbanisme et aux affaires sociales, l'investisseur immobilier ou le bailleur social avec qui on travaille nous aussi, et Domani qui est le porteur de projet. Donc une fois qu'on arrive à réunir ces quatre parties prenantes et à leur montrer ce qu'ils ont chacun à y gagner, c'est vrai que là on a un cercle vertueux et qui est assez facilement reproductible. D'accord. Et tu évoquais les bailleurs sociaux dans justement les partenaires avec lesquels vous travaillez aussi. Est-ce qu'il y a des différences entre les aspirations que peut avoir un bailleur social et les aspirations que peut avoir un promoteur immobilier, enfin, ou d'autres types de professionnels de l'immobilier, mais non social? Alors la différence entre le bailleur social et le promoteur en fait lui, il trouve un terrain, il propose au maire un projet qui valide et qui lui donne un permis de construire. Donc lui, il est plutôt là sur le court terme. Il est là pendant 2 3 ans, le temps de voilà trouver le terrain, faire les travaux et finir les travaux. Donc lui, son aspiration est un peu court-termiste. Bon, parfois, c'est même désolant, mais c'est son métier. Et du coup, là où le bailleur social, lui, ou le bailleur privé tout court, va avoir plutôt des aspirations long terme, lui va être attentif à que Domani, pendant 12 ans, c'est le maximum qu'on puisse faire en France, va louer un bâtiment qui va pas être vétuste au bout de 5 années, comme on voit parfois quand on se balade dans les rues et qu'on voit des projets tout neufs et ils sont déjà complètement sales. On se dit, tiens, c'est fou qu'il n'ait pas pensé à ça. Mais c'est parce qu'en fait, il vend à des gens et lui, il s'en va, il n'est plus là. Donc ça, c'est le premier
première grosse divergence entre ces deux acteurs, c'est la notion de long terme. Et donc là, nous, justement, on est là, vu qu'on arrive dès le début du projet, pour donner des exigences long terme qui sont celles des personnes âgées qu'on accompagne. Et la deuxième divergence, bien évidemment, c'est le prix. Forcément, le promoteur veut vendre cher quand le bailleur, lui, veut acheter pardon, le moins cher possible. Donc ça, c'est purement économique. Donc voilà, les deux principales divergences, c'est le court-termisme et la notion de prix, forcément, comme dans toute négo. Ok. Si on se penche un petit peu plus sur les bailleurs sociaux, parce que je sais que c'est un sujet qui intéresse pas mal nos auditeurs. Euh, Aujourd'hui, à travers le modèle que vous développez, donc vous positionnez, vous créez en fait une enclave, enfin une enclave, une structure dans leur structure. Comment est-ce que les bailleurs sociaux, donc qui sont notamment pour la plupart conscients du vieillissement de leur population âgée, comment est-ce qu'ils envisagent des passerelles entre un Domani qui va s'intégrer dans une de leurs structures et puis leurs habitants, ou est-ce que non, quoi, ou est-ce que ça reste quelque chose d'à part dans leur grille de lecture? Tout à fait. Pour eux, c'est des gros sujets, le vieillissement de la population, mais ils savent pas toujours trop comment l'aborder. Un des sujets qu'on travaille beaucoup et notamment avec un expert du logement social, qui s'appelle Jean-Luc Guittard, qui travaillait avant chez Action Logement, c'est, comment, les personnes âgées qui souvent occupent des grands logements, des T4 parfois parce que historiquement ils vivaient là, ils avaient leurs enfants, mais petit à petit tout le monde est parti, ils ont gardé leur logement. Comment on va leur offrir une solution qui va leur permettre de laisser ce T4 à une famille qui en aurait plus besoin, parce que vous comprenez qu'une personne âgée toute seule dans un grand T4 qu'elle utilise quasiment plus, les 3 chambres qui lui restent en plus, va déménager dans mieux. Parce que c'est ça leur question, c'est parce que souvent ils leur proposent des solutions de relogement, mais la personne âgée dit non parce que vous comprenez que vivre dans un T2 quand on est dans un T4 pour quasiment le même prix, on préfère rester dans le T4. Et du coup, nous, on travaille sur comment leur offrir une solution qui serait mieux, un habitat partagé. Qu'est-ce qu'il y aura en plus dans un habitat partagé? Ben, il y aura déjà d'autres personnes, donc du lien social, potentiellement aussi une mise en commun des services d'aide à domicile, donc plus d'accompagnement que quand j'étais tout seul chez moi. Donc voilà, on travaille un petit peu sur des scénarios comme ça, mais c'est vrai que ça prend du temps, donc il faut travailler dès maintenant pour avoir des projets en logement social dans 2, 3, 4, 5 ans. Donc voilà, c'est un peu le revers de la médaille sur ces sujets qui sont qui prennent du temps à bouger. Ok, d'accord. Il y a quelques dizaines de minutes, quand tu as présenté Domani, tu nous expliquais que vous aviez hésité au départ entre créer une association, créer une entreprise. Est-ce que tu peux revenir sur cette réflexion et sur ce qui vous a finalement décidé à créer une entreprise et pas une association? Ouais, c'était pas facile, c'était au début, pendant les 6-8 mois un peu de, on va dire, recherche et développement, réflexion qu'on a eu avec Jean. On hésitait. Nous, notre volonté, c'était de créer quelque chose à fort impact social. Et on s'est dit comment on peut maximiser cet impact social. Intuitivement, la réponse est créer une association parce que c'est désintéressé, c'est là uniquement pour répondre à un besoin social. Et du coup, on s'était dit, bah, ce serait pas mal de créer une association. Et après, on a réfléchi, on s'est dit, mais comment à l'étranger des modèles à fort impact social se sont développés? Alors oui, il y a des associations, mais est-ce que il n'y a pas aussi des sociétés qui ont répondu à des problèmes de société? Et du coup, on a fait un peu un tableau à double entrée pour voir les avantages et les inconvénients de chacun. Et à la fin des fins, ce qui nous a décidé, c'est vraiment ce côté passage à l'échelle. En fait, on voulait faire quelque chose de petit, à taille humaine, donc des habitats partagés, donc 8 personnes âgées. Mais si on veut passer à l'échelle ça, il faut avoir des partenaires investisseurs qui vont nous rejoindre. Et donc, c'est vraiment ça qui nous a convaincus, c'est ce passage à l'échelle avec un investissement initial qui a été fait. Donc, nous, on a eu la chance de s'associer au groupe Caisse des dépôts et la Banque des territoires, notamment, qui a investi. Et c'est vrai que la Banque des territoires investit aussi dans des associations, mais
un peu moins, ou en tout cas dans des moins grosses mesures. Et donc, c'est ça qui nous a un petit peu motivés. Et la dernière chose qui nous a motivés, c'est qu'en fait, même au sein des entreprises, il y a des nuances d'entreprise. Donc, il y en a qui recherchent uniquement le profit et qui font leur vie. Et je pense qu'ils ne sont pas voués à long terme à rester très longtemps sur le marché. Et d'autres, des formes un peu hybrides. Et donc, nous, on a choisi entreprise de l'économie sociale et solidaire. Donc ça, c'est des contraintes qu'on s'est imposées à nous-mêmes dans nos statuts. Il n'y a pas grand avantage qui vont avec. Et en plus, on a demandé un agrément pour valider ça, qui est l'agrément ESUS, donc entreprise solidaire d'utilité sociale. Et donc, voilà, c'est vraiment pour nous être confiants sur le fait d'avoir non pas un mouton à cinq pattes, mais à deux pattes, une patte économique et une patte sociale. Ok. Est-ce que, oui, parce que tout le monde le sait pas, mais moi qui reçois des mails et qui t'envoie des mails, je sais que vous avez même mis ESS dans votre adresse, enfin, dans votre URL. Donc c'est quelque chose qui a toujours été important pour vous. Tu le présentes d'ailleurs comme ça. En fait, quand tu présentes Domani, tu le présentes toujours comme une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Pourquoi le fait d'avoir des convictions qui aillent dans le sens de l'impact social et justement de l'utilité sociale, c'est une chose, mais pourquoi avoir besoin de l'exposer comme ça, quoi? Qu'est-ce qui vous pousse en fait à le mettre en avant systématiquement dans votre communication et dans vos prises de position? Et donc toi-même, quand tu présentes Domani, c'est une des premières choses que tu dis. Et pourquoi est-ce que c'est nécessaire de le rappeler en fait? Je pense que c'est mon côté un peu militant, de dire, de prôner, de défendre quelque chose. Et moi, quand je défends quelque chose, j'ai quelqu'un de passionné. Et du coup, quand je fais quelque chose, je le fais avec conviction. Longtemps, je me suis dit, ben voilà, prouve-le par les faits, fais bien ce que tu fais et on va dire, on te le rendra. Mais je trouve que ça met du poil à gratter, en fait. Ça fait réfléchir les gens. Tiens, il y a une autre manière de créer une entreprise. Entreprise de l'économie sociale et solidaire, ça fait bizarre. C'est des mots qui sont historiquement quasiment des antonymes. Entreprise, l'objectif initial, c'était, quand on regarde les statuts, c'est servir l'intérêt des actionnaires. Alors aujourd'hui, on est en train de changer et c'est très bien, ça va dans le bon sens. Mais moi, j'ai fait une école de commerce, j'ai fait HEC, ensuite j'ai fait Sciences Po. Et c'est vrai que même dans les mentalités, il y a quelques années, quand j'ai eu mon diplôme, faire une entreprise qui crée de l'argent, qui utilise l'argent, qui réinvestisse de l'argent pour atteindre un impact social qui soit plus fort, ça n'existait quasiment pas. On était une association de l'économie sociale et solidaire, on était, je ne sais pas, 10 sur une promo de 400. Et donc, en fait, moi ma conviction, c'est qu'en en parlant, ça va inspirer des gens plus jeunes, moins jeunes, de se dire, bah, on peut faire les deux, c'est pas un antonyme et c'est complémentaire et créons ensemble une force, une dynamique pour faire changer les mentalités parce que je pense que dans 5, 10, 15 ans, si on réécoute ce podcast, on se dira mais oui, en fait, c'est devenu la norme. Mais il faut un petit peu mettre voilà, du temps, de l'énergie et de la salive. Donc je présente les trois mots à chaque fois. D'accord. Depuis le projet que vous avez porté, toi et Jean de Miramont, jusqu'à aujourd'hui, il s'est passé, vous avez eu pas mal d'aventures, de croissance, de développement. Aujourd'hui, tu peux me donner quelques chiffres sur Domani en termes de taille de l'équipe, nombre d'établissements que vous avez, comment est-ce que vous vous situez par rapport au projet de départ, quoi? Oui, alors les chiffres que j'aime bien donner, le premier c'est l'équipe, parce que j'en suis assez fier d'avoir créé une équipe. Au début, on était deux et on s'est vite entouré d'experts pour nous aider à structurer la chose et ensuite de collaborateurs. Donc aujourd'hui, on est 22 au sein de Domani. Une partie travaille dans les habitats et une autre partie travaille ce qu'on appelle les fonctions support, donc tout ce que je vous ai décrit tout à l'heure. Donc ça, c'est le premier chiffre que j'aime bien donner. Deuxième chiffre, c'est on fait des mesures d'impact social sur les habitants et du coup, on leur pose la question sur leur bien-être et on leur pose la question globalement, comment vous sentez-vous au quotidien dans l'habitat? Et là, les habitants répondent à 9 sur 10, je suis
très bien dans l'habitat. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez positif. Et on fait pareil sur les aidants professionnels. On leur demande globalement dans votre métier, comment vous sentez-vous au quotidien. Pareil, ça paraît anodin, mais rien que le poser la question aux gens. Et donc là, c'est 8 sur 10. Donc voilà, les trois chiffres que j'aime bien donner. Ensuite, Domani, c'est deux habitats partagés qui sont en exploitation depuis plus d'un an, donc à Pessac et Mimizan. Ensuite, il y en a 7 qui sont en cours d'ouverture ou en chantier, notamment dans le Grand Sud-Ouest. Donc, c'est 7 communes. Et maintenant, à chaque fois, il y a 2 habitats partagés. Donc, ça fait 14 habitats en cours d'ouverture. Et puis après, il y a ce qu'on aime bien, c'est dire aussi le guichet fermé. C'est guichet fermé, c'est ce qu'appellent les directeurs d'établissement le taux d'occupation. Nous, voilà, on a pris la petite métaphore de la musique, de se dire qu'un groupe d'habitants, c'est un groupe de musique. Chacun apporte sa pierre à l'édifice et chacun est musicien. Et donc les habitats sont à guichet fermé. Donc les deux. Récemment, là, il y a eu malheureusement des décès. Donc ça nous fait aussi voilà, réapprendre et recommuniquer autour du projet. Voilà, guichet fermé à Pessac et Mimizan, 95% pour reprendre les chiffres exacts. D'accord, ok. Justement, on va reboucler un petit peu sur les habitants, puisque les habitants que vous accueillez dans vos maisons, euh, j'ai failli dire établissement, tu vois, mais je me suis rattrapé au dernier moment. Les habitants, je sais pas pourquoi je dis établissement d'ailleurs, mais euh, les habitants, donc bon, c'est la plupart, enfin si ce n'est tous d'ailleurs, c'est la première fois qu'ils vivent dans un habitat partagé. Peut-être que certains ont fait de la colocation quand ils étaient jeunes, mais qu'est-ce qui, combien de temps ça prend pour une personne comme ça qui passe de son logement, en plus, qui plus est pour certains qui viennent après un traumatisme comme un deuil, combien de temps ça prend de s'intégrer dans le collectif, et est-ce que vous, justement, vous avez réussi à détecter des actions qui permettent de faciliter cette intégration? Ouais, c'est vrai que parfois, même, il y a des gens qu'on contacte, qu'on rencontre et qui mettent quasiment un an à se décider à rentrer dans l'habitat partagé. Parfois, ça prend une semaine. Donc là, c'est la question un peu amont de combien de temps les gens mettent à se décider à rentrer dans un habitat partagé. Donc voilà, ça peut prendre très peu de temps quand ils sont face à une situation, une chute ou quelque chose comme ça, comme beaucoup de temps. Et ensuite, la deuxième question qui était plus sur le côté comment ils s'intègrent au groupe d'habitants avec les autres habitants. Il n'y a pas de durée. Nous, en tout cas, et ça, je suis ravi de le partager parce que ça peut aider d'autres. On met en place tout un processus d'intégration. Alors, on ne parle pas de cooptation, ça fait un peu sectaire, mais c'est quasiment ça, quoi. De la personne âgée qui est intéressée par l'habitat vient prendre un café à l'habitat. Donc, on ne fait pas une visite d'établissement, on fait un café dans l'habitat. Donc, rencontrer les autres, voir si ça se passe bien, si ça lui plaît, si l'ambiance, la déco, etc. sont quelque chose qui lui conviennent. Ensuite, une fois que cette visite-là s'est bien passée, les autres habitants nous disent, ben voilà, cette personne-là m'a l'air plutôt une bonne personne, ok pour qu'elle vienne faire une semaine découverte. Donc à chaque fois, c'est un passage obligé, hein, même pour tous, il n'y a pas de passe-droit. Pendant une semaine, on vient vivre dans l'habitat pour savoir, est-ce qu'on s'entend avec les autres. Ça peut aller dans les deux sens, hein, ça peut être les autres qui ne m'aiment pas ou moi qui n'aime pas les autres. Donc voilà, c'est aussi un argument qu'on présente en famille et aux enfants, aux petits-enfants en disant, ben voilà, venez une semaine découvrir, vous verrez, voir si ça fonctionne pas. Et les autres aussi ont leur mot à dire. C'est là où on va un peu plus loin. Du coup, à la fin de la semaine, les autres disent, ils se réunissent. Alors, pour reprendre la métaphore de la musique, ils accordent leur violon pour savoir si cette personne leur convient. En général, ça se passe bien. C'est arrivé qu'ils aient dit non. Voilà, ça fait partie de la vie. On peut pas être ami avec tout le monde. Et donc là, suite à cette semaine de découverte, la personne, en général, soit rentre chez elle, soit entame un processus de déménagement. Et là, on parlait de deuil tout à l'heure. Ça, c'est un deuxième deuil qu'il faut faire quand on est âgé, qu'on a perdu un de ses proches. Et du coup, le deuil de son domicile historique, de son chez-soi historique, parfois dans lequel on habite depuis 20, 30 ans. Et donc là, on aide la personne. On a tout un processus pour l'aider à choisir quel meuble elle va prendre, quel meuble elle va pas prendre. Et donc là, il y a toutes les notions de réflexion autour de qu'est-ce que
être chez soi, et notamment la question des meubles, la question du déménagement. Par facilitation, parfois ils disent mais je prends rien. Mais là, on leur dit non, enfin, est-ce que vous êtes sûr, cette commode, vous m'en avez beaucoup parlé, est-ce qu'elle pourrait aller à tel endroit? Et donc voilà, donc là c'est le processus de déménagement. Et puis après, en fonction des gens, la greffe, la bouture prend. Parfois en une semaine, 2 semaines, c'est fait. Elle s'entend bien avec tout le monde, elle part faire des balades, ils se mettent d'accord, ils regardent la télé ensemble. Parfois, ça prend plus de temps. Mais encore une fois, les gens ont 88 ans de vie derrière eux. On les laisse, ils prennent leur temps, c'est normal. On n'est pas pressé, on n'est pas à la minute. Est-ce qu'il y a des spécificités qui s'instaurent dans les différentes maisons? Est-ce que l'usage en fait avec un peu la façon dont les collectifs se constituent, est-ce que vous arrivez à voir des particularités? Alors c'est pas des particularités locales, mais c'est plutôt des particularités sociales, quoi, puisque après chaque collectif va avoir un petit peu sa propre dynamique qui va reposer sur certains des habitants qui seront peut-être un peu plus expansifs ou comment dire, extravertis que d'autres. Mais est-ce que vous voyez ça aussi se dessiner dans votre approche, enfin, dans votre analyse de l'existant? Alors, on voit ça, et à une échelle à laquelle je n'aurais jamais pensé. C'est assez fascinant de voir comment chaque habitat a sa propre identité. Dans chaque habitat, ils écrivent un projet de vie sociale et partagé. Donc, ils se mettent autour de la table en amont de l'ouverture de l'habitat. Ils disent, voilà ce que je veux dans mon habitat. Donc, nous, on a mis en place un jeu, le jeu de loi, qui leur permet de faire connaissance et de choisir les règles de leur habitat. Et donc, dès le début, en fait, même plusieurs mois avant l'ouverture, ils commencent à jouer à ce jeu-là pour définir les règles de leur habitat. Et on voit que d'un habitat à l'autre, déjà, il n'y a pas les mêmes règles. Il y en a qui disent, non, mais moi, je veux absolument qu'on prépare les repas ensemble, et donc tous les midis, il y a quelqu'un qui doit participer. Dans l'autre habitat, ils disent non, moi, ça ne me gêne pas que ce soit fait par une auxiliaire de vie qui nous accompagnerait. Donc voilà, donc chaque habitat a ce projet de vie qui symbolise ça. Ensuite, chaque habitat choisit un parrain, et du coup, quand tu disais les particularités locales, par exemple, la Mimizan, c'est un chanteur local qui s'appelle Miguel Sevilla, qui chante et qui est devenu le parrain de l'habitat, et c'est eux qui l'ont choisi. Et donc à Noël, il est venu faire des chants de Noël avec eux. Il vient pour les fêtes de Mimizan, qui sont l'équivalent des fêtes de Bayonne à Mimizan. Et donc voilà, donc il y a cette particularité-là, tandis qu'à Pessac, ils font pas du tout ça, ils font d'autres choses. Ils ont plus un tropisme bassin d'Arcachon. Donc ce qu'ils voulaient dans leur projet de vie, c'est une fois par an ou une fois tous les 2 ans, aller sur le bassin d'Arcachon manger des huîtres. Donc voilà, donc c'est des choses qui paraissent anodines, qui vont peut-être faire sourire les gens qui nous écoutent, mais quand on est âgé, c'est vrai que c'est énorme de se dire mes rêves sont encore écoutés, et en plus c'est des rêves qui sont les miens et pas uniformes d'une ville à l'autre, parce que on mange pas des huîtres à Mimizan comme on mange à côté de Bordeaux. Voilà, c'est pas les mêmes religions. Et quand parce que cette notion de projet de vie, donc c'est quelque chose qui vient de l'habitat inclusif, quoi, où c'est obligatoire de créer, enfin ça fait partie des obligations qui sont fixées dans la loi. Mais vous Domani, vous êtes des habitats inclusifs, ou c'est simplement un usage que vous avez repris parce que vous le trouviez pertinent en fait par rapport à ce que vous vouliez construire? C'est-à-dire, je suis pas sûr de comprendre la C'est-à-dire que question. vous êtes des habitats inclusifs au sens loi Elan, ou pas? Ah, on est à 100% habitat inclusif au sens D'accord. loi Elan. Et sinon, qu'est-ce qu'on est? Parce qu'en fait, c'est ça qui est pas mal avec, enfin, la loi Elan qui a permis de donner un nom à quelque chose qui existait déjà en France avant. Et même historiquement, on avait des cantous qui datent des années, voilà, qui en fait des habitats inclusifs un peu avant l'heure. Donc oui, oui, nous on est à 100% dedans, et on va même encore plus loin, on va dire, on est un peu jusqu'au boutiste de ça, sur cette notion de projet de vie sociale et partagée. Voilà, c'est quasiment la pierre centrale sur laquelle les habitants. Alors, bien sûr, avec les habitants, on n'appelle pas ça le projet de vie sociale et partagée, parce que eux, ça Ouais. leur parle pas du tout. Donc, nous, on appelle ça la partition. Donc, on a filé la métaphore, on va très loin. Et du coup, c'est la partition qu'ils écrivent tous ensemble, pour savoir, voilà, pour pas avoir trop de fausses notes, se mettre d'accord sur quelles sont les gammes qu'ils veulent avoir dans leur habitat. OK. Non, mais effectivement, j'avais pas forcément percuté.
D'où ma question un peu hors sol sur l'habitat inclusif. Et ça me fait penser à une autre question, mais je l'ai perdue pendant que tu parlais, donc j'essaie de la retrouver rapidement pour pas avoir un blanc gênant. Euh, Aujourd'hui, quand justement quand tu présentais finalement un peu l'écosystème dans lequel vous vous développez avec à la fois les professionnels de l'immobilier, les élus, les différentes parties prenantes que vous avez, euh, qui sont vos meilleurs prescripteurs quand vous travaillez, quand vous vous implantez dans une commune, vous allez travailler avec différentes parties prenantes. Est-ce que vous en avez certains qui sont meilleurs prescripteurs que d'autres, dans le sens où ils vont soit parler à plus de familles qui vont avoir envie de vous découvrir, soit être plus percutants quand ils vont discuter avec des gens, soit avoir tellement de contacts, tellement de connexions au local que finalement c'est eux les meilleurs prescripteurs. Comment est-ce que vous avez construit finalement cette analyse du lieu, enfin, du lieu de l'environnement, pour identifier les personnes qui vont être les plus intéressantes pour vous en termes de recrutement d'habitants? Alors, ce qui marche le mieux, qui est pas vraiment du prescripteur, mais c'est de se faire connaître aussi par ses propres moyens, parce que c'est vrai que au début et quand on est dans la silver economy, il y a souvent ce voilà, qui va être le prescripteur, ce serait bien si le médecin parlait de moi, si le CLIC, le MAIA et tous ces acronymes parlaient de moi. Donc ça, c'est vrai. Néanmoins, la meilleure des manières aussi, c'est de faire connaître en local. Nous, c'est des gens en hyper locaux qui sont quasiment dans la rue, donc on va les rencontrer. On essaie de plus possible de désintermédier cette rencontre, parce que sinon, déjà que c'est quelque chose de nouveau, si on leur explique mal, etc. Donc voilà. Premièrement, on essaie de désintermédier un maximum. Deuxièmement, les autres prescripteurs qui fonctionnent bien en partenariat, ça va être les mairies. Les mairies, nous, c'est un vrai partenaire. Dès le début du projet, on n'y va pas si jamais monsieur ou madame le maire ne sont pas là pour soutenir le projet. Donc les mairies, leur centre communal d'action sociale. Donc ça, c'est un gros prescripteur, ou en tout cas un gros partenaire, parce que dans les faits, la mairie n'a pas connaissance non plus de, voilà, de tous les personnes âgées, et ceux qui vont vers la mairie sont pas forcément les publics les plus faciles à accompagner, entre guillemets. C'est souvent voilà, des gens très isolés pour qui l'habitat partagé n'est même pas forcément le besoin qu'il leur faut. Ensuite, il y a tout ce qui est professionnels médicaux, paramédicaux. Vu que l'habitat partagé est non médicalisé, donc c'est des médecins, des kinés, des infirmières, des libéraux qui interviennent, et donc eux, le faire connaître auprès d'eux, c'est très important. Ensuite, il y a le département aussi, qui pas forcément toujours un prescripteur, quoique parfois des évaluateurs APA viennent dans les habitats partagés et se rendent compte de la richesse que ça procure, et du coup peuvent en parler à d'autres bénéficiaires APA. Et les derniers, ce sont les médias locaux. Ça marche très bien, et on essaie de nouer des contacts avec eux, parce que c'est des sujets de société qui font lire, qui font acheter des journaux aussi, mais qui font aussi parler en ce moment. Donc, eux sont pas vraiment des prescripteurs au sens propre du terme, mais un canal de communication privilégié pour se faire connaître. Et donc là, voilà, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui sont potentiellement dans cette zone-là, c'est important aussi que eux relayent l'habitat partagé et ce qu'on fait. Et est-ce que justement, finalement, cette espèce d'écosystème que vous identifiez, est-ce qu'il est réplicable? Est-ce que finalement vous avez réussi à construire une espèce de petite cartographie que vous pouvez réutiliser dans tous les territoires où vous installez, ou est-ce qu'il y a des écarts en fait selon les régions, les départements ou même les communes, des particularités un peu ici ou là? Il y a des écarts, il y a des particularités. Nous, on recrute très tôt la coordinatrice du projet de vie sociale et partagée, qui habite sur place et qui, du coup, ouvre son habitat, et qui habite la commune, là, par exemple, à Lavore. Ça va ouvrir dans les prochains jours. Et donc, elle a été recrutée 2 mois en amont pour justement rencontrer tous ces personnes-là. Et donc, oui, il y a des particularités, mais avec cette trame commune, on met voilà un peu plus de mairie, un peu plus de paramédicaux si dans cette commune ils sont pas réactifs. Donc voilà, on sait s'adapter, on a une trame, et après chacune des communes fait un peu voilà, pas sa sauce. C'est ça qui rend la chose plus dure à dupliquer en effet, hein, que d'autres systèmes, d'autres dispositifs. Ça reste quand même à chaque fois
un cas quasi particulier et nous, on essaie de tirer le maximum de tout ce qui va être duplicable parce que ça nous fait gagner du temps, de l'énergie. Mais ça reste quand même vraiment à chaque fois quasiment cousu main. C'est voilà, la richesse et la difficulté du métier. OK. Très bien, bah, écoute, ça fait bientôt 1 heure qu'on parle, donc on arrive, sur, la fin des échanges. Heu, il y a quelques années, quelques années, il y a 2 ans, on s'était retrouvés dans un projet qu'on avait amorcé avec AGV qui s'appelait le collectif, 150 000 en 2030, qui avait pour objectif d'essayer de créer de la cohésion, quoi, de fédérer les différents acteurs de l'habitat alternatif. Aujourd'hui, est-ce que vous entretenez des relations avec justement d'autres acteurs de sujets? Est-ce qu'il y a des acteurs dont vous vous sentez particulièrement proche en termes d'état d'esprit et puis de vision? Oui, c'est vrai que, en effet, le sujet de l'habitat inclusif, l'habitat partagé, on va dire, a un peu le vent en poupe en ce moment et donc il y a beaucoup d'acteurs qui se lancent. Nous, on est dans une logique vraiment, open source, comme on dirait en anglais, livre ouvert en français, de partager un maximum de choses, de contenus, de choses, des erreurs qu'on a faites et que, on aurait aimé ne pas faire si jamais quelqu'un, avait passé un peu de temps à créer un document. Donc voilà, nous, on essaie de partager un maximum et parfois ça étonne beaucoup dans notre secteur d'activité. Les gens me disent: «Mais vous êtes sûr que vous voulez partager ce document? Mais, comment, vous allez être sûr que les gens vous piquent pas votre idée?» L'habitat partagé, ça fait depuis tout temps que ça existe. Ça n'a pas attendu Oscar et Jean et Domani, pour être créé. Donc voilà, donc réponse numéro un, nous, on est très ouverts, on coopère, on n'est pas dans on parle pas de concurrents, mais de confrères. Donc voilà, ça étonne. Nous, on se sent assez proche de certains porteurs de projets qui se sont créés en même temps que nous, Maison de Blandine par exemple et justement on se partage des astuces, des idées, des bonnes choses, des bonnes pratiques qu'on a pu mettre en place. Et après, tout un tas d'acteurs. Par exemple, il y a Bien commun à l'envie qui font ça sur des maisons Alzheimer, la Maison des Sages. Voilà, du coup, chacun a son territoire, chacun a aussi sa vision, son ADN, et on essaie de se partager un maximum de choses. Et la dernière truc qu'on fait parfois, parce qu'on est beaucoup sollicité, c'est sur des porteurs de projets, des gens qui veulent créer l'habitat partagé dans leur commune, et qui veulent en faire un. On leur met à disposition tout un tas de ressources et voilà, des petits modules qu'on a essayé de synthétiser pour qu'ils n'aient pas à réinventer le fil à couper le beurre, ou en tout cas ce qui a déjà marché, et qui se concentrent sur ensuite peut-être innover sur leur territoire, etc. C'est déjà assez dur pour repartir à chaque fois d'une feuille blanche. Et dernier, il y a le collectif Habiter autrement, qui est un autre collectif dont on fait partie, qui a été fondé par Petits Frères des Pauvres, qui fédère tous les acteurs associatifs et de l'économie sociale et solidaire dans l'habitat partagé. Donc là, pareil, on fait aussi un peu des sujets de lobbying au sens positif du terme, parce que le lobby, c'est pas que des méchantes personnes qui veulent vendre plus de pétrole ou autre. Donc voilà, lobbying pour faire changer aussi le cadre réglementaire. On parlait de logement social. Parfois, il y a des petits freins quand même sur créer l'habitat partagé parce qu'on crée une nouvelle case, et créer une nouvelle case en France, c'est compliqué. D'accord, très bien. Bah, merci beaucoup Oscar pour cet éclairage riche. On est allé dans beaucoup de directions différentes, mais je suis sûr que les auditeurs arriveront à retrouver leur petit dans la masse des informations qu'on a partagées. Si on veut te connecter, échanger avec toi, c'est quoi l'endroit où on te trouve le plus facilement aujourd'hui, à part dans une maison de manie? C'est vrai que j'y vais tous les 15 jours pour dîner avec les habitants. Le meilleur endroit, c'est LinkedIn. Je suis assez réactif, et même, j'ai un petit, Calendly qui permet tous les vendredis après-midi, j'essaie de rencontrer des gens, de la Silver Echo, sans aucun objectif concret, juste une demi heure pour échanger. Donc voilà, LinkedIn, et ensuite, se voir, faire, une petite visio d'une demi heure pour essayer de réfléchir ensemble pour, les personnes âgées. Ok, bah merci beaucoup et à bientôt. Merci Alex.